On a vu que récemment la cybersécurité c'était devenu vraiment un sujet d'importance majeure. Donc on se disait il y a un risque de cybersécurité, mais jusqu'ici le grand public et les grandes entreprises n'étaient pas vraiment conscientes que ça allait se traduire pour eux par des millions d'euros de perdus. Alors parmi les solutions qui permettent de réduire son exposition au risque cyber vient évidemment la donnée qui peut être utilisée au service de la sécurité et on le verra aussi au service des assaillants. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde 3 représentants du monde de la cybersécurité. Donc monsieur François Lavaste d'Airbus Sécurité qui représente la vision grande entreprise étant possiblement attaquée par diverses personnes. Éric Lobacher de la société Aircom qui fournit des solutions de sécurisation aux grandes entreprises et on verra qu'ils ont dans leur portefeuille des clients assez prestigieux au ministère de l'Intérieur. Et enfin, Philippe Chabrol de la société Affinis qui conseille les collectivités principalement sur les risques liés à la Smart City. Donc on verra aussi que parmi les Smart City, l'enjeu cyber est à prendre en compte dès maintenant. Donc, alors on va commencer par que vous vous présentiez. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement l'enjeu sécurité chez Airbus aujourd'hui et les fonctions que vous occupez? Merci beaucoup. Donc, évidemment, Airbus, je crois que tout le monde connaît le groupe. C'est une activité centrée sur les avions commerciaux qu'on utilise tous les jours, mais pas seulement. On a évidemment des activités dans les satellites, la fabrication et l'exploitation des satellites, que ce soit satellites télécom ou observation. Dans les lanceurs avec Ariane Group, dans lequel on a la moitié du capital avec Safran. Dans tout ce qui est communication sécurisée, logiciels d'intelligence et de défense, de sécurisation des frontières, et une activité de cybersécurité, et puis des activités autour des drones, des services drones, et une activité hélicoptère avec Airbus Hélicoptère. Donc un groupe très européen dans ses racines, des dimensions nationales fortes, et des enjeux de sécurité qui sont essentiellement centrés autour de 2 pôles. Un pôle qui est la conformité réglementaire sur les activités sensibles, et les activités réglementées, et un deuxième pôle qui est la protection contre les hackers, les attaques malveillantes, qu'elles soient intentionnelles ou des erreurs humaines. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, comment vous avez pris en compte cette menace et comment vous l'estimez en termes d'analyse de risque aujourd'hui pour le groupe Airbus ? Alors, il y a eu un changement récent dans l'organisation qui a été une décision prise l'année dernière, qui a été mise en œuvre cette année, qui a été de centraliser totalement les activités de sécurité. Donc, un seul chapeau au sein de la transformation digitale. Donc, on dit souvent, il n'y a pas de transformation digitale réussie sans cybersécurité, ou sans data governance d'ailleurs. Et les activités de sécurité, qu'elles soient physiques, donc l'accès au site, la protection du personnel au sens physique et cyber, ont été réunies sous un même chapeau et une même autorité, ce qui permet d'éviter d'avoir des cloisonnements. Or, on sait très bien qu'on peut avoir des attaques combinatoires où il y a à la fois une pénétration physique et une pénétration informatique. Le deuxième dimension, c'est réfléchir comme les hackers, les personnes malveillantes, et essayer d'analyser, et ça c'est très simple, vous pouvez le faire vous-même, les motivations de ces attaquants. Donc il y a 4 motivations caractéristiques. La première, c'est prouver qu'on est techniquement bon. Donc le côté fierté, ça c'est en général des attaques qui ne sont pas dangereuses, mais qui veulent par essence être visibles au sein d'une communauté de spécialistes. C'est pas celles qu'on considère comme les plus dangereuses pour Airbus, et en général on est relativement peu victimes de ces attaques-là. Les attaques qui commencent à être beaucoup plus polluantes, et là, je parle de pollution parce que c'est pas forcément les attaques qui ciblent Airbus, c'est les attaques qui ont un but financier, donc la cybercriminalité traditionnelle, les ransomware dont Emmanuel parlait, WannaCry, NotPetya, qui nous touchent pas parce qu'on est la cible privilégiée de ces attaques-là, parce qu'on n'est pas sur des flux financiers, on n'est pas une banque, on n'est pas un centre de traitement de paiement, ou nous-mêmes potentiellement pris en otage par ces ransomware ou ces attaquants qui ont un but cybercriminel. Donc là aussi, on n'est pas typiquement, c'est pas les attaques qui nous soucient le plus, même si les effets collatéraux de ces attaques peuvent avoir des effets, et ça a été le cas avec Saint-Gobain. Saint-Gobain n'était clairement pas la cible de l'attaque NotPetya ou WannaCry, mais a été une victime collatérale, et on ne veut pas être victime collatéraux. Et
troisième dimension, et celle-là, on commence à être dans des sujets beaucoup plus importants pour Airbus, c'est tout ce qui est cyberintelligence, donc l'intelligence économique, l'espionnage industriel, c'est une réalité. On n'est pas dans un monde de bisounours et on a des secrets à protéger, de la propriété intellectuelle à protéger. Il y a des réglementations, en particulier en France, dans ce domaine, sur le domaine spatial, parce que quand on contrôle et le savoir-faire de satellites ou des lanceurs, évidemment, on touche de très près à un domaine militaire beaucoup plus sensible que vous pouvez imaginer. Et la quatrième dimension, qui est le souci principal, c'est le sabotage. Donc là, on est dans des actions qui ont un but de destruction, d'arrêt, de stoppage, entre guillemets, de la production, en particulier sur l'actif industriel, où là, pour nous, ce serait inacceptable d'avoir le moindre interruption de nos chaînes de production. On va livrer 700 avions cette année, et 700 avions, il ne faut pas que ça s'arrête le 1er décembre. Voilà. À la société Aircom, puisque précisément vous fournissez des solutions de sécurité, est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement quels sont ces types de solutions et quelles sont les menaces auxquelles vos clients veulent parer en achetant vos produits ? Très bien, donc je suis Eric Lovacher, je dirige l'innovation sécurité à Aircom. Donc Aircom, c'est une société de 200 personnes, société française qui a deux grandes activités. Une activité de data science qui est aujourd'hui très orientée sur la détection de fraude, et une activité de cybersécurité à laquelle je suis plus attaché pour le moment, et qui donc tourne autour de solutions. Une solution pour la protection des smartphones qui a fait aujourd'hui, qui a une certaine notoriété parce qu'elle est utilisée dans le domaine gouvernemental en France. Donc il y a même eu un passage sur BFM Business récemment. Donc cette solution permet de protéger des téléphones contre des attaques ciblées. On est vraiment, quand on protège des instances gouvernementales, on est face à de l'attaque, de la malveillance qui est tout à fait ciblée, qui peut être de niveau étatique. Et donc là, on a besoin d'un niveau de protection qui est supérieur à la moyenne. Donc un niveau d'assurance également. Quelle est la différence ? L'assurance, c'est la preuve de ce que vous faites. Vous pouvez très bien dire j'ai un super niveau de sécurité, mais si dans la réalité vos clés de chiffrement sont à 0, comme on l'a vu sur une attaque récente sur le Wi-Fi, ça sert à rien. Vous avez beau clamer si c'est pas vérifié. Donc cet aspect assurance qui est apporté par des certifications est absolument fondamental. Donc CryptoSmart pour les téléphones, donc c'est un marché évidemment extrêmement important. Aujourd'hui on est tous équipés, 100% des hommes d'affaires ont besoin d'un smartphone et 100% des hommes d'affaires ont des données sensibles sur leur smartphone. Donc évidemment la protection de ces dispositifs est fondamentale. Une deuxième gamme de solutions qui s'appelle CryptoBox, qui est là pour la protection du besoin d'en connaître. On a tous besoin de partager des données avec des collaborateurs, mais également avec des partenaires, donc que ce soit en interne ou en externe de l'entreprise. Et donc le contrôle de qui a le droit d'accéder à ces données est fondamental. Donc CryptoBox résout cette équation d'une façon assez originale avec des techniques cryptographiques qui font que même les administrateurs du système n'ont pas accès aux fichiers des utilisateurs. Et on lance une nouvelle offre qui, elle, est en mode service qui s'appelle CryptoPass et qui donc permet de protéger les conversations, la messagerie instantanée donc pour des hommes d'affaires. Donc avec des techniques robustes et éprouvées, mais la grande nouveauté c'est que c'est un service, c'est déployé en 3 minutes et ça apporte toutes les garanties voulues en termes de respect de la vie privée et de sécurité. Je vous remercie. Et donc un troisième risque qui est celui sur lequel travaille Philippe Chabrol, qui est le risque cyber dans la Smart City. Alors c'est pas forcément un sujet qu'on associe spontanément au risque de la cybersécurité, mais précisément les exemples que vous allez nous donner nous montrent qu'en réalité c'est le principal risque qui pèse sur nous, parce que bloquer une entreprise, au pire il y a une perte d'argent, bloquer une ville, les conséquences peuvent être encore plus graves que ça. Merci Emmanuel. Donc oui, Affini c'est un cabinet d'intelligence économique. Je rebondis sur ce que disait François sur le troisième volet, comme quoi l'intelligence économique est devenue phare dans les dispositifs de sécurité mis en place dans les grandes entreprises, mais aussi maintenant au sein des collectivités et au sein des ETI, PME, pour qui nous travaillons beaucoup également.
Donc nous travaillons essentiellement sur, en effet, la problématique des smart cities, la cybersécurité dans ces nouvelles technologies qui impactent notre vie à tous aujourd'hui. Alors j'aimerais rappeler quelques chiffres quand même pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. En gros, en 2050, 70% des gens de la planète vivront en ville. Il faut déjà imaginer ce que ça représente. L'e-santé, donc la santé connectée, représentera à peu près 41 milliards de dollars. Okay. Les smart grids, tout ce qui est réseau intelligent électrique, en 2020 représente à peu près 54 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et puis, on verra apparaître 400 millions d'automobiles connectés. Donc des voitures autonomes qu'on voit avec Google ou avec d'autres acteurs. Tous ces sujets, on sera connectés demain, dans les mois qui viennent. Vous n'avez qu'à compter vous-même là aujourd'hui à combien d'objets connectés vous êtes connectés, mais en moyenne à 7 objets connectés par personne. Je vous laisse imaginer toute la data qui circule. Aujourd'hui, donc, cette data est le cœur vital aussi des entreprises, parce qu'elle circule dans la ville. Et donc, le développement des nouvelles technologies liées à la data dans la ville et liées aux nouvelles technologies qui viennent impacter les villes est de plus en plus importante. Le problème, c'est que le nombre d'acteurs vient complexifier toutes ces organisations. Donc vous avez cette hyper-complexité, cette hyper-connectivité qui s'additionne également à l'hyper-volume de data qui vient finalement donner la somme de l'hyper-vulnérabilité des réseaux. C'est un peu la problématique sur laquelle nous on travaille pour nos clients, où on observe un peu les différents usages que mettent en place les smart cities, enfin les villes dites smart. Hein. Chacun a sa définition du smart. Et là, on va parler sous l'angle technologique. Pour donner un exemple tout bête, François en parlait tout à l'heure, WannaCry, c'est 300 000 ordinateurs impactés, c'est 150 pays impactés, c'est entre autres le service de santé, tout le service de santé anglais qui a été hacké, hein, donc a dû repousser l'accès aux soins des Anglais et puis les télécommunications entre différents services. Donc la réalité, elle est là. Et on n'en parle pas souvent, mais des boîtes comme Airbus, les villes comme Paris, les villes comme New York se font hacker au moins une fois, alors je ne sais pas Airbus, mais au moins une fois par mois, en tout cas les boîtes du CAC 40, mais n'en parlent pas forcément. Je vous prends un exemple très concret. Ce matin, un grand acteur des voitures, des VTC, a annoncé qu'il s'était fait hacker il y a 1 an de plus de 57 millions de données. Vous prenez tous, je pense, ce service et vous l'utilisez tous. Il vient d'annoncer ce matin qu'il s'était fait hacker. Voilà, c'est pour vous dire l'importance et les exemples, ils sont nombreux, très nombreux, des hackings possibles. Je vous remercie. Alors du coup là on a eu deux problématiques, c'était on doit protéger les entreprises contre le vol de données. On espère aussi, et c'est pour ça qu'on est là et que vous êtes à cette conférence, que l'utilisation judicieuse des données nous permettrait de réduire le risque cyber. Et donc est-ce que vous avez un exemple par exemple chez Airbus où la donnée que vous auriez collectée vous a permis d'identifier des menaces et des comportements déviants, ce qui permet d'intégrer la donnée en tant que support de réduction du risque cyber? Oui, la réponse est absolument. D'ailleurs, c'est un des éléments, pour rebondir sur ce que je disais avant, qui a motivé l'intégration des activités de sécurité, en particulier la gouvernance de la sécurité interne, qu'elle soit physique ou cyber, dans la transformation digitale et dans les équipes, ce qu'on appelle DTO, Digital Transformation Office, chez Airbus et dans les divisions défense et espace et hélicoptères. L'activité DTO, elle a évidemment un grand nombre d'initiatives autour de la transformation digitale, la numérisation, la continuité digitale au niveau de l'excellence opérationnelle et de la fabrication, et puis des thématiques dont l'intelligence artificielle pour les usages dans des nouveaux services qui vont être délivrés aux airlines ou pour l'excellence opérationnelle. On a d'ailleurs un stand sur le salon, donc je vous invite à aller voir Sandrine qui est là au premier rang, si vous voulez parler de recrutement sur ces domaines intelligence artificielle chez Airbus. Sur le domaine cyber spécifiquement, on a lancé un certain nombre d'initiatives pour démontrer la valeur ajoutée de l'usage de l'intelligence artificielle en termes de détection d'attaques, dans 2 domaines en particulier. Le premier domaine, c'est nous opérons
pour nos besoins propres et pour les besoins de clients externes. Le plus célèbre des clients externes, c'est TV5 Monde, qui est donc chaîne de télévision publique française qui avait été hackée en avril 2015 par le cybercalifate et qui avait dû mettre en place ensuite un niveau de protection adéquat pour reprendre les missions et ensuite opérer de manière sécurisée. Donc on opère ce qui s'appelle des SOC, des Security Operations Center. On en a en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne et aux États-Unis pour nos besoins propres et pour les besoins de tiers. Les SOC, c'est donc des centres de commandement et de pilotage de la sécurité où on reçoit des milliards de données quotidiennes, des logs, des firewalls, de flux réseau, de sondes, postes de travail ou réseaux qui sont ensuite analysés. Donc la première idée très simple, ça a été de se dire, ce volume de données massif, on va utiliser la big data et l'intelligence artificielle pour essayer de le traiter. On s'est aperçu assez vite, et on est encore dans ce stade d'expérimentation, que beaucoup des promesses d'effets magiques de l'intelligence artificielle, y compris des promesses de start-up dans le domaine, sont un peu prématuré, on y arrivera peut-être un jour, mais on est encore loin d'une situation où les flux et le trafic informatique traditionnel est normé ou normatif. On a un trafic plus facile à normer sur les postes de travail que sur le réseau de façon générale, mais il y a tellement d'anomalies que l'intelligence artificielle aujourd'hui remonte des alertes, peut qualifier des alertes sur différents niveaux de sévérité, mais n'est pas encore autonome, en tout cas, ça c'est clair, et ne peut être utilisé qu'en combinatoire d'analystes experts dans le domaine. Par contre, le constat qu'on a fait aussi, c'est que sur les réseaux et le trafic et les flux réseaux industriels, donc SCADA, Manufacturing, ce qu'on appelle l'OT, Operational Technology, ICS, là on a des trafics beaucoup plus normés, donc c'est des machines, de machine à machine, d'une machine-outil à une autre machine-outil ou à un poste de commandement. Là les flux sont beaucoup plus normés, on a un trafic normal, donc on a une baseline beaucoup plus facile à définir et la détection d'anomalies devient pertinente. Et l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine de la cyber-SCADA est particulièrement pertinente. Ça, c'est un exemple. Le second que je pourrais donner, c'est sur l'analyse de malware dans les sandbox et rendre les sandbox. Donc les sandbox, c'est un environnement virtuel où on fait détonner, entre guillemets, les malwares. Il y a eu tout un tas de générations de sandbox qui permettent de filtrer les fichiers et de détecter des fichiers malveillants, ou en tout cas des fichiers infectés par des malwares. Les premières générations étaient assez stupides, elles s'ouvraient quelques millisecondes, elles observaient le comportement du fichier, et puis la VM se refermait, et on passait au suivant. Les hackers ont immédiatement réagi par exemple, mettant des timers dans les malwares, qui faisaient que le malware ne s'exécutait pas avant une certaine durée, donc la sandbox virtuelle était ouverte quelques secondes et ça ne suffisait pas, ou alors le malware détectait qu'il était ouvert dans un environnement virtuel et donc ne se détonnait pas. Donc l'usage dans ce domaine-là de l'intelligence artificielle est très prometteur et on a développé des technologies qui, pour l'usage sandbox, sont pertinentes en parallèle du SCADA. Ce ne sont que deux exemples, mais qui me paraissent intéressants. Alors, du côté d'Aircom, précisément, vous aviez précisé, vous étiez initialement sur la partie antifraude. On voit que vous commencez à élargir le spectre de l'intelligence artificielle sur le côté cyber. Est-ce que vous pourriez nous parler des modèles que vous utilisez sur l'antifraude qui sont potentiellement généralisables pour la protection cyber ? Voilà, François a dit, je pense, le principal. Hein, c'est un domaine qui est en pleine ébullition, qui n'est pas encore mature, hein, loin de là. Il y a clairement deux aspects. Hein. C'est d'une part reconnaître, et on a déjà repéré une malveillance qui est caractérisée, utiliser de l'apprentissage supervisé pour la repérer la seconde fois. Le fait de traiter des logs, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Quand j'ai commencé la cybersécurité il y a 25 ans, on épluchait déjà les logs des firewalls pour essayer de comprendre si c'était normal ou pas. On faisait des règles pour essayer de détecter ce qui était normal, de ce qui était bizarre, des top 10, des top 50, voilà, détecter des anomalies. Le problème de l'être humain, c'est la fatigue. Hein. Donc quand on est attentif, ça marche, mais quand il faut être attentif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au bout d'un moment, ça ne marche plus. Hein. Donc l'intelligence artificielle, ça apporte un renouveau dans notre secteur, qui est de dire on va pouvoir assister les experts pour qu'ils n'aient plus de fatigue, qu'il n'y ait plus de négligence.
Et donc, on ne va pas les remplacer, hein, ça va prendre certainement un temps assez long avant qu'on les remplace, mais on va les aider pour qu'ils soient infaillibles. Hein. Donc, quand ils vont voir une anomalie, eh ben, ils vont pouvoir travailler dessus et concentrer leur intelligence, leur capacité de travail sur des anomalies qui méritent, hein, qu'on s'y penche. Hein. Donc, il y a, d'une part, quand on a repéré l'anomalie, évidemment de ne pas se faire avoir une deuxième fois, et d'autre part détecter donc ça c'est l'apprentissage supervisé, et d'autre part détecter des choses nouvelles qu'on n'a jamais vues. Ça c'est de l'apprentissage non supervisé, on va classifier, on va voir des choses qui sont rares, on va dire tiens là ça vaut le coup qu'un expert humain se penche dessus. On va utiliser de la visualisation à ce moment-là pour effectivement aider l'expert à être efficace, hein, à rapidement brasser les nombreuses données, hein, qu'on peut collecter. Donc il faut des outils qui soient rapides, hein. On est dans des cycles de décision si on est victime d'une attaque ciblée. Plus vite on réagit et plus on va limiter la casse. Donc les entreprises aujourd'hui considèrent qu'elles ne peuvent pas éviter l'attaque, mais qu'il faut être en mesure de la détecter suffisamment rapidement pour que le préjudice soit raisonnable, hein, soit maintenu à un niveau raisonnable. Hein. Alors, il ne faut pas en conclure que la protection n'a pas d'importance, hein, et c'est évidemment comme un tabouret, il a 3 pieds, il ne faut pas en enlever un ou l'autre, hein, il faut les combiner. Hein. Bon, alors, les deux limites que vous nous avez données sont assez intéressantes, puisqu'on voit que la donnée peut nous aider à contrer la menace, mais ne permet pas forcément de l'écarter. Du coup, on en vient quand même aussi aux bonnes pratiques de sécurisation des systèmes. Donc un principe général qui est le Security by Design. Et donc on a l'exemple sous les yeux d'un sujet technologique dont on parle beaucoup, mais dont on n'a pas réalisé qu'il était aussi extrêmement sécurisé, qui est précisément la blockchain, qui est un système qui aujourd'hui n'a jamais été hacké. Et je voulais demander à Philippe Chavrol pourquoi ce système était aussi résilient et qu'aujourd'hui on n'avait pas d'exemple de hack à l'intérieur du système. On a bien des hacks aux interfaces, donc notamment toutes les places de marché qui permettent d'échanger du Bitcoin en monnaie. Ces entités-là sont hackables, mais à l'intérieur du protocole, on n'a pas d'exemple. Et du coup, on trouvait que c'était une belle illustration du Security by Design. Alors, oui, en effet. Alors, avant de parler de Security by Design, c'est quoi le Security by Design? Parce qu'on en parle souvent un peu comme ça, à tort à travers. Celui qui a pensé le premier, je pense, en France, le Security by Design, on était tous panés, en fait, et c'est sous le siècle des Lumières. Le maréchal Vauban qui a installé ses premières citadelles et qui a construit ses premières citadelles ayant pour but, finalement, de réduire massivement le personnel dans ces citadelles, mais en changeant l'organisation et les processus. Ce type était un visionnaire. Okay, il a, lui, pensé la sécurité by design avant nous tous et avant les protocoles de nouvelles technologies. Donc c'est ça, c'est penser finalement la sécurité by design, c'est penser la sécurité en même temps du développement des nouvelles technologies. Il y a une entreprise qui fait ça bien en France, c'est le CNES, le Centre national des études spatiales. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils font ça. Tous les directeurs du CNES sont accompagnés d'un RSSI. C'est-à-dire que tous les développements de toutes les nouvelles technologies spatiales sont en parallèle suivis par un directeur sécurité. Donc ça, c'est pour vous dire un peu les démarches qu'il faut mettre en place. C'est vraiment des démarches de gouvernance et de suivi des protocoles et des applications et des développements des applications. La blockchain, en effet, donc la blockchain est née il y a maintenant, j'allais dire 10 ans, en 2008, quand Lehman Brothers a chuté. Vous vous souvenez tous de cette crise, hein. On en revient à peine. C'est un petit japonais qui a monté, enfin un petit japonais, on ne sait pas trop en fait qui c'est, qui a monté une monnaie qui s'appelle le Bitcoin sous la technologie blockchain pour permettre en fait de venir ne plus passer par des banques classiques. Il a créé un système qui nous permettait de faire du peer-to-peer et donc de pouvoir développer un échange de personne à personne et de développer du troc comme ça. Donc il a créé le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin, il est, je crois, à 7000 euros. Un Bitcoin égale 7000 euros. Il est en train de se développer encore et en train de monter. Ouais. 8000. Alors 8000 $ peut-être, 7000 euros, mais 8000 $ en effet. Donc c'est un truc énorme qui est en train de se passer.
Dans les Smart Cities, aujourd'hui, vous avez une ville qui est en train de développer des protocoles blockchain, parce que la blockchain permet en fait de sécuriser, quand vous êtes ces algorithmes mathématiques qui sont hyper puissants et qui sont sécurisés par 10 personnes en même temps, enfin 6-10 personnes. On est tous en fait responsables de la sécurité de la blockchain. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement technologiquement comment ça fonctionne, et même je pense que personne ne peut le faire vraiment très spécifiquement, tellement c'est mathématique et ça va assez loin dans le développement. Mais il y en a qui commencent à se poser la question dans les Smart Cities, comment justement utiliser cette technologie pour sécuriser les transactions, les transactions de contrats, mais aussi les documents gouvernementaux. Et là, vous avez une ville qui met ça en place et qui est en train de supplanter tout le monde et qui est en train de créer ce protocole-là, c'est Dubaï. Dubaï est en train d'essayer de monter un protocole blockchain pour devenir le premier à proposer une ville sécurisée de A à Z, en tout cas sur les documents. Ça ne viendra pas encore sécuriser tout ce qui est objets connectés, voitures autonomes, qui va demander encore beaucoup de travail. Je ne sais pas ce que pensent mes acolytes de la blockchain et s'ils travaillent dessus chez Airbus et chez Aircom. Peut-être. Oui. Chez Airbus, il y a eu un effort il y a quelques années maintenant d'identification des thématiques technologiques phares. Donc il y a évidemment des sujets très industriels, l'impression 3D, la réalité virtuelle ou augmentée, etc. Et la blockchain fait partie de ces sujets, sans surprise. Voilà, et c'est également un centre d'intérêt très important pour nous. Comme je vous disais, on a un produit de gestion du besoin d'en connaître qui permet de gérer finalement la confidentialité des documents, et c'est très complémentaire à la blockchain. S'il y a des gens intéressés, je vous invite à venir me voir à l'issue de la conférence. Alors, du coup, je vous remercie. Donc, on a compris que la blockchain est donc un protocole aujourd'hui inviolable, peut-être un jour, mais en tout cas aujourd'hui, on n'a pas de situation dans laquelle il a été hacké. Il reste qu'on a une faille intrinsèque aux intelligences artificielles qu'on pourrait utiliser pour la cybersécurité. C'est précisément qu'elles dépendent de leur base d'apprentissage. Du coup, je voulais savoir ce que chez Airbus, vous aviez eu comme rétex d'utilisation de bases d'apprentissage qu'on aurait volontairement faussé et qui aurait rendu des intelligences artificielles moins efficientes que prévu. Je ne vais pas utiliser d'exemple propre à Airbus parce que j'en ai pas et que ça n'a pas été le cas directement chez Airbus, mais c'est une des thématiques qui, à titre personnel, m'intéresse, c'est que je pense que, et on le voit d'ailleurs dans les techniques, et ça fait partie des mentalités des cybercriminels ou des hackers, qui sont en permanence en train de challenger le statu quo et d'essayer de trouver une faille. À chaque fois qu'on met une nouvelle barrière ou une nouvelle forme de protection, les hackers sont créatifs. Et c'est plus facile quand on est du point de vue de l'attaquant que du point de vue du défenseur de chercher la faille dans le réseau. Donc il y a eu un événement qui a été très suivi, qui a été le Cyber Grand Challenge en 2016 organisé par la DARPA, qui était une première tentative avec un challenge de plusieurs équipes en compétition pour détecter les failles d'un réseau automatiquement, puis les patcher de façon automatique, encore une fois sans intervention humaine. On n'avait pas d'équipe participant, mais on avait des équipes observatrices et on a suivi ce challenge qui a démontré que on était encore loin d'une solution industrielle. On était encore dans le domaine de la recherche, dans le domaine théorique, et pas dans le domaine opérationnellement scalable à l'échelle d'une grande entreprise. L'autre événement qui m'a, à titre personnel, aussi fasciné, ça a été le lancement par Microsoft de son bot Tai, que vous avez peut-être suivi là aussi en 2016, qui a duré 24 heures avant de se faire polluer par tout un tas d'interventions et de suggestions de participants malveillants et avec un sens de l'humour relativement acide, et qui a rendu le bot raciste, nazi en quelques heures, enfin en moins d'une journée, qui a obligé Microsoft à retirer son bot. Et ça, c'est des comportements qui sont totalement attendus dans le domaine de la cyber. Dès qu'on va parler d'algorithmes d'intelligence artificielle, on va avoir en contre-mesure de la part des attaquants soit des techniques d'évasion standard, soit donc évasion, ça veut dire par exemple dans le cas de l'exemple que je donnais tout à l'heure sur la sandbox, un attaquant qui va mettre un timer dans son logiciel pour que la sandbox, ne restant pas ouverte 1 heure, ne voit pas le malware exécuté, et puis des techniques de pollution qui sont de la manipulation de l'intelligence artificielle par des influences malveillantes, comme ça a été le cas dans l'exemple de Microsoft. Donc il faut anticiper ça,
On sait que ça arrivera. Il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où un nouveau système informatique, un nouveau protocole, une nouvelle application, un nouvel objet connecté est lancé, il y aura des gens qui vont chercher la faille et trouver comment l'utiliser de façon malveillante. Ça a été le cas aussi, vous avez sûrement entendu parler de l'attaque Mirai. Donc c'est une attaque denial of service qui a fait chuter tout un tas de sites il y a moins d'1 an en utilisant les failles des objets connectés et utilisant ces objets connectés comme un relais d'attaque massive contre le site de DNS DIN, qui était l'orchestrateur de ces sites internet qui a fait tomber des sites. Donc les hackers vont chercher la faille, vont chercher comment utiliser et comment polluer une intelligence artificielle ou un système. C'est déjà le cas. Et dans le domaine des applications cyber spécifiquement, on a déjà des exemples de situations où les hackers ont adapté leur tactique d'attaque et cherchent à soit offusquer, soit polluer et manipuler, entre guillemets, cette intelligence artificielle. Alors, et derrière, du coup, il y a un autre champ qui, dans la prolongation de ce qui vient d'être décrit, qui est le développement de l'adversarial learning. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui fonctionne dans AlphaGo, c'est-à-dire qu'on va programmer des intelligences artificielles à s'affronter les unes les autres, en espérant que, en s'affrontant les unes des autres, elles s'améliorent progressivement. Est-ce que ça, c'est une solution que vous examinez en tout cas, est-ce qu'elle est déjà dans votre radar au niveau des intelligences artificielles? Est-ce que vous commencez à regarder ce qui se produit sur l'adversarial learning? Oui, il y a un exemple tout simple que je pense que tout le monde peut appréhender, c'est les CAPTCHA. Donc aujourd'hui, pour s'inscrire à un système, on va éviter qu'il y ait des attaques en force brute en mettant un CAPTCHA, qui est un petit défi qu'on met pour l'être humain pour reconnaître, différencier une machine d'un être humain. Par exemple, on vous demande, reconnaissez dans cette image les panneaux de signalisation et vous cliquez sur les tuiles correspondantes. Eh bien, évidemment, il y a des attaquants qui ont mis en œuvre de l'intelligence artificielle pour résoudre les CAPTCHA et arriver à les finalement à les faire tomber d'une certaine façon, enfin à les rendre absolument inutiles et donc pouvoir faire des attaques en masse depuis des ordinateurs alors que c'est censé être des êtres humains. Donc évidemment là c'est très proche de la fraude. La fraude, il va y avoir les mêmes problèmes de machines, de bots qui vont essayer d'imiter, de se faire passer pour des êtres humains pour décrocher des prêts, décrocher des avantages. Donc évidemment c'est dans notre radar et on est tout à fait convaincu que les attaquants vont même être encore plus imaginatifs et probablement sortiront en premier. Ils vont pas attendre qu'il y ait des solutions super au point avant d'exploiter l'intelligence artificielle à des fins malveillantes. En fait, le crime organisé est extrêmement inventif. En fait, quand on regarde de manière un peu cynique, il y a énormément d'innovation du côté de l'attaque. Généralement, même plus que du côté de la défense. Alors, oui, comme élément de contexte, la Banque centrale du Bangladesh s'est fait voler 80 millions de dollars l'an dernier parce que des pirates s'étaient infiltrés dans leur système d'information et avaient introduit du code malveillant dans le protocole SWIFT et donc avaient détourné des virements qui étaient allés dans des paradis fiscaux. Fin de l'histoire, vous avez braqué une banque, 80 millions, personne de tué. Oui, ils sont passés à 2 doigts de perdre 1 milliard et c'est un être humain, en fait, un analyste qui a bloqué parce qu'il y avait une faute d'orthographe dans un document, donc il a bloqué. Mais sinon, ils n'auraient pas perdu 100 millions, mais plutôt 1 milliard. Bon, on peut tous également subir cette attaque. L'intelligence artificielle, c'est quoi finalement? Vous pouvez très bien imaginer un hacker demain mettre des fonctionnalités de machine learning sur un virus, aller fouiner dans vos mails et dans vos textos et dans vos échanges avec vos différents collègues, amis, et donc comprendre comment vous fonctionnez, qui est qui fait quoi, qui dit quoi. Et demain, cette machine, ce virus pourra échanger avec vos collègues et vos amis et prendre votre place. Et donc, vous substituer, pourquoi pas, de l'information stratégique. Donc l'IA, c'est très bien pour sécuriser, mais c'est aussi très bien pour hacker. Et comme disait Eric, en effet, le hacker, le vrai hacker, il aime être créatif et il sait être créatif. Alors, du coup, quels sont à vos yeux les principaux facteurs limitants qui expliquent que bien qu'on ait des solutions techniques qui permettent de parer à la menace, on soit aussi en retard par rapport aux assaillants? Et qu'est-ce qui fait que c'est aussi complexe de sécuriser un système industriel ou un système de smart city? C'est quoi les grands facteurs limitants? Je dirais qu'il y a déjà un truc qui est clair, c'est que le cycle de vie d'une technologie, c'est 6 mois.
le cycle de vie d'un homme, en général, le changement humain, c'est 50 ans, 60 ans. Donc déjà, la techno va beaucoup plus vite que nous. Donc déjà, il faut qu'on s'y mette très vite. Après, ça c'est déjà une première problématique, à mon sens. Oui, moi je suis d'accord, c'est l'injonction d'innover nous pousse à aller très très vite et plus vite que ce que la prudence exigerait dans le domaine du spatial ou de la défense. Les cycles sont beaucoup plus longs parce qu'avant d'envoyer un satellite dans l'espace, on passe 10% de son temps à le développer et 90% du temps à vérifier qu'il ne va pas avoir un problème. Du coup, ça coûte 10 fois plus cher. Si on met un logiciel grand public dans la nature avec les mêmes processus, il va être très sûr, mais il va arriver 2 ans en retard. Donc ça ne servira à rien. Donc cette injonction d'innovation pose effectivement un problème fondamental. Et on peut penser qu'avec l'automatisation, les voitures connectées, des choses comme ça, la réglementation va devoir changer parce qu'il faudra bien que les éditeurs assument les conséquences des dysfonctionnements de leur logiciel, ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui. Oui, on est en permanence dans la notion d'analyse de risque et de mesure du risque. On n'a jamais, et ça c'est une tarte à la crème de la cybersécurité, mais il n'y a jamais un niveau zéro de risque cyber de la même manière qu'il n'y a jamais de niveau zéro de risque absolu. Par contre, on peut mettre plus ou moins de ressources, plus ou moins de temps pour minimiser ce risque. Donc évidemment, dès qu'il y a des vies qui sont en jeu, dès qu'il y a des éléments de secret en jeu, on va mettre plus d'efforts. Donc on arrive à une logique qui force l'entreprise, et ça c'est la grande transformation qui accompagne la transformation digitale. Historiquement, il faut bien comprendre que les approches de la cybersécurité et de la sécurité étaient des approches système. Donc on regardait le réseau, le système d'un poste de travail ou d'une device. On est de plus en plus dans une logique utilisateur, donc les droits d'utilisateur, le comportement utilisateur, donc une démarche de security individuelle, et du comportement individuel, et aussi une démarche évidemment de la data. Là aussi, on va rentrer dans une granularité du suivi de la data, de la sécurité de la data, qui va être beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Et le métier que je fais maintenant, qui est donc responsable de la sécurité interne, est en train complètement de se transformer, où les enjeux deviennent des enjeux de data. Donc, on m'a confié une nouvelle mission récemment, en plus de la notion de cybersécurité traditionnelle ou de sécurité digitale, qui est la notion de data gouvernance, parce que le domaine data qualité, data quantité, tous les domaines standards de la data sont importants pour Airbus évidemment, mais dans le domaine du spatial et de la défense en particulier, les dimensions sécurité, confidentialité et conformité sont prédominants. Et donc on a un travail en cours qui va prendre, je pense, encore quelques années de transformation des entreprises où vos métiers futurs dans la data vont être au cœur de l'entreprise du futur parce que la logique est en train de changer. On n'est plus sur une logique globale, on est sur des logiques très fines de protection, de détection et de qualification, de métatagging de la donnée elle-même. Voilà. Oui, vous avez beaucoup parlé de la sécurisation des réseaux, des infrastructures, mais on sait que dans la sécurité, un des leviers majeurs, c'est le facteur humain, c'est l'ingénierie sociale pour pouvoir obtenir des informations qui permettent ensuite d'accéder aux informations du système d'information. Est-ce qu'il y a des cas d'utilisation d'intelligence artificielle pour analyser des comportements inhabituels sur la base d'éléments captés au sein de l'entreprise ou auprès des utilisateurs qui permettraient d'identifier les effets de ce facteur humain? Alors, il y a effectivement des éditeurs qui proposent des solutions comme ça, alors plutôt je dirais en Amérique du Nord, où la réglementation est beaucoup moins contraignante, et ils vont jusqu'à proposer de croiser les données de Human Resources, de RH, avec toutes les données informatiques, et dire si une personne a reçu un blâme récemment et qu'elle copie 10 000 fichiers, il y a peut-être un problème. Donc voilà, ça existe, il y a des éditeurs, quand on visite les salons, qui proposent ce genre de choses. Et donc il y a une discipline aussi qui est le UEBA, c'est
User and Equipment Behavioral Analysis, hein, donc détecter un comportement inhabituel d'un être humain. Je pense que notre défi pour nous Européens, c'est d'arriver à combiner ça avec le respect de la vie privée, le respect de la GDPR. Hein, et je pense qu'il y a largement de quoi faire. Là aussi, il faut plutôt voir ça dans une optique d'assistant. Hein, c'est détecter typiquement que le téléphone est manipulé par quelqu'un d'autre que l'utilisateur légitime, hein, parce qu'il a tourné le dos et on lui a pris son téléphone. Bon, je vous remercie beaucoup en tout cas.